Dans l'exercice 19, page 65, nous allons travailler sur un titrage pH métrique, mais également sur des incertitudes. Dans la première question, on me demande d'aller schématiser et légender le dispositif expérimental. Donc on y va. On dessine la burette, on dessine en dessous le bécher qui va contenir la sonde pH métrique, ainsi que l'agitation magnétique. On va légender tout ça. Donc en haut, nous avons une burette graduée. Nous avons une burette graduée qui contient une solution d'hydroxyde de sodium telle que la concentration H- est égale à 1,00 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Je laisse pour l'instant de côté l'indication 0,003, l'incertitude type, étant donné que pour l'instant elle ne va pas me servir. Nous avons ici un bécher qui contient l'espèce titrée, c'est-à-dire un volume Va égale 10 ml, d'une solution d'acide fumarique dont on ne connaît pas la concentration CaH. Nous avons ici l'agitation magnétique et un pH mètre. On nous demande ensuite directement de déterminer la valeur expérimentale Mexp de la masse d'acide fumarique contenue dans une gélule. Donc là, il va falloir travailler, finalement exploiter tout ce qu'on a déjà fait jusque-là sur les équivalences pour aller directement tout seul trouver une masse présente dans une gélule. Alors attention à des informations importantes. On veut la masse d'acide fumarique dans une gélule. Qu'est-ce qu'on en a fait ici? D'une gélule, le contenu de la gélule est dissous dans de l'eau et on obtient une solution S de volume 100 ml. Et alors attention, ce ne sont pas ces 100 ml que l'on titre, on va simplement en prélever 10 ml que l'on va titrer. Le point commun entre la solution S et la prise d'essai, c'est la concentration. Elle est la même en acide fumarique dans la solution S que dans ma prise d'essai. Donc à partir de ce qui nous est donné, on va commencer par chercher la concentration en acide fumarique dans la solution S. Comme on exploite un titrage, on met la phrase repère, c'est-à-dire que à l'équivalence, les réactifs ont été ajoutés en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire que si j'exploite ici l'équation support du titrage, je vais écrire que NH2 sur son coefficient stoichiométrique 1 est égal à NH- versé à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique 2. Comme je cherche une concentration, je vais écrire cette relation en fonction des concentrations, c'est-à-dire que CaH2 multiplié par le volume de la prise d'essai Va est égal à concentration en ion hydroxyde multiplié par le volume équivalent VE sur 2. Et cela me permet d'obtenir cette expression, la concentration en acide fumarique est égale à concentration en hydroxyde fois VE divisé par 2VA. Il me faut donc le volume équivalent. Alors ici, rien ne vous est imposé quant à la méthode. Vous pouvez toujours dire que vous avez utilisé la méthode des tangentes, que je vous laisserai après appliquer sur le graphique de votre manuel pour trouver un volume équivalent de 8,5 ml. Je peux donc faire mon application numérique et trouver une concentration en acide fumarique dans ma solution S de 1,0 fois 10 puissance moins 1 multiplié par 8,5 multiplié par 2 fois le volume de la prise d'essai 10. Donc à nouveau, je n'ai pas besoin de convertir ici mes millilitres en litres, sinon ça se simplifierait. Et j'obtiens une concentration de 0,043 mol par litre. Maintenant que j'ai la concentration en acide fumarique de ma solution S. Rappelons que ma solution S, je l'ai obtenue en dissolvant une gélule à l'intérieur d'une fiole jaugée de volume égal à 100 ml, dont je connais la concentration, c'est la concentration CaH2, vu que j'ai prélevé 10 ml de cette solution S pour la titrer. Donc, comme je connais la concentration et que je connais le volume, je peux en déterminer la quantité de matière de acide fumarique présent dans cette fiole jaugée. NaH2 est égal à la concentration en H2 multipliée par le volume de la fiole jaugée. Je vais en déduire directement la masse expérimentale, vu que je sais qu'une masse est une quantité de matière multipliée par une masse molaire, c'est-à-dire CaH2 fois V. Je remplace la quantité de matière par son expression ici, que je multiplie par M. On va donc pouvoir faire le calcul. Masse expérimentale est égale à CH2 0,043 multiplié par le volume V, c'est celui de la fiole jaugée, c'est 100 ml, c'est 0,1 litre, multiplié par la masse molaire de AH2 qui m'est donnée 116 grammes par mol, et j'obtiens une masse expérimentale de
0,49 g. On me demande dans la question 3 de lister les imprécisions de ce titrage, les 3 principales sources d'erreurs. Donc là, le tableau qui est à la fin, le tableau qui est dans les données, il est quand même là pour vous aider un peu à répondre à cette question. Parce que vous voyez qu'on vous donne une incertitude sur la burette graduée, on vous donne une incertitude sur la fiole jaugée, et également sur la pipette de 10, sachant que vous devez savoir que pour un titrage, on a fait le prélèvement avec une pipette jaugée qui est bien plus précise. Donc les voilà nos 3 sources d'erreurs, en plus de la lecture humaine qui est plus difficile à quantifier. Mais il y aura des erreurs sur les volumes de la burette graduée, de la fiole jaugée et de la pipette jaugée. Ça va me permettre de répondre à la question 4. Nous allons pouvoir calculer l'incertitude type sur la valeur de la masse expérimentale, ainsi que proposer un encadrement de cette masse. Alors, comment calculer l'incertitude type? C'est une incertitude de type composé. Vous avez ici l'expression qu'il va falloir utiliser. Alors, pas directement. Il va falloir qu'on utilise, qu'on vous donne dans les données pour établir nous-mêmes l'expression de cette incertitude. Alors, revenons une petite minute sur ce qu'on a écrit tout à l'heure ici comme expression littérale pour calculer la masse expérimentale. Donc, je vois que ici, elle est le produit d'une concentration fois un volume fois une masse molaire. Alors la masse molaire, il n'y aura pas d'incertitude dessus, donc on n'intégrera tout simplement pas la masse molaire dans le calcul d'incertitude type. Le volume, il y a une incertitude dessus. Donc ça, je pourrais l'intégrer directement. La concentration, eh bien c'est autre chose, parce que je n'ai pas d'incertitude directement sur la concentration, mais je sais que ma concentration CaH2, je l'ai calculée en utilisant cette expression-là, et que j'ai une incertitude type sur VE, sur VA, mais aussi sur HO-. Donc déjà, je vais commencer par reprendre l'expression de ma masse expérimentale, mon expression littérale, donc en introduisant ici tous ces termes. Donc je remplace CaH2 par son expression, c'est-à-dire HO- fois VE, divisé par 2 fois VA, et je multiplie ensuite par V, puis par M. Ainsi, vous voyez que j'ai une expression, là je peux prolonger le trait de fraction, ça ne change rien, qui est bien de la forme ici qui m'est proposé un produit de termes sur un troisième terme. Et à ce moment-là, je vais donc pouvoir avoir une incertitude de ce type-là, en simplement supprimant tout ce qui ne m'intéresse pas, tout ce qui n'a pas d'incertitude, on va dire pour le calcul. Alors ici, ce sera uniquement la masse molaire. Je pourrais le rajouter, mais on mettrait U de M égale à 0. Donc d'après les données, l'incertitude sur la masse expérimentale est égale à la masse expérimentale multipliée par, alors là on va ouvrir une grande racine que je finirai tout à l'heure, l'incertitude sur la concentration en ion hydroxyde divisée par la concentration en ion hydroxyde, le tout au carré, plus l'incertitude sur VE, le tout au carré, plus l'incertitude sur V au carré. Alors là, je vous dis, je pourrais rajouter plus l'incertitude sur M, le tout au carré, sauf que je n'ai pas d'incertitude sur M, elle est nulle. Donc il est inutile que je rajoute un terme. Plus, alors le 2 qui est là, aucune incertitude dessus non plus. Hein. Incertitude sur 2, c'est 0. Donc ça n'intervient pas non plus dans cette expression. Donc je vais passer directement à l'incertitude sur VA au carré et je peux fermer ici ma racine. Nous pouvons commencer l'application numérique parce que finalement on a tout. La masse expérimentale c'est 0,49 g. Donc je multiplie par, et je mettrai après tout sous racine, U de HO-, ça m'est donné dans le texte, c'est 0,003 mol par litre, que je divise par 0,1 et je mettrai le tout au carré. Plus le volume VE, son incertitude sur la burette graduée, c'est 0,1, que je divise par le volume lui-même, c'est-à-dire 8,5. À nouveau, inutile de convertir en litres. En effet, la conversion se simplifierait. Plus V, c'est la fiole jaugée. L'incertitude sur la fiole jaugée, c'est 0,1 ml, que je divise donc par les 100 ml de volume de la fiole. Plus l'incertitude sur la pipette jaugée de 10 ml, c'est-à-dire 0,05, divisé par 10 au carré. Reste à faire l'application numérique à la calculatrice. Alors voici ce qu'on obtient à la calculatrice. Donc je vous rappelle qu'une incertitude type, on va l'arrondir à un seul chiffre significatif si on n'a pas d'autres consignes, et forcément par excès. Donc ici, même si la question ne se pose pas, on arrive à une incertitude type sur la masse de 0,02
grammes, ce qui me permet d'écrire que ma masse expérimentale est égale à, donc on avait 0,49 grammes plus ou moins 0,02. Je peux aussi l'écrire sous la forme d'un encadrement, même si la première réponse est satisfaisante, on va écrire qu'elle est comprise entre 0,47 et 0,51 grammes. On nous demande de conclure sur cette valeur, donc on peut calculer éventuellement une incertitude relative. Je rappelle que l'incertitude relative, c'est l'incertitude type divisée par la valeur elle-même. Donc ici, ça va être 0,02 divisé par 0,49 et multiplié par 100, et j'arrive donc à 3,3% d'incertitude relative. Donc la seule conclusion qu'on peut dire, c'est qu'ici on est à 3,3, c'est donc plus petit que 5% d'incertitude relative, et donc on est à peu près sûr que notre masse est précise.